Bonjour, ici l'oncle Jacques, que certains qualifient d'électron libre du management et de la médiation. Bon, si vous êtes concerné par le management d'équipe, le team building et la gestion des conflits, aussi bien dans le monde associatif qu'en entreprise, l'échelle de la synergie pourrait vous rendre de grands services. Je l'ai fabriqué quand j'étais formateur en management tout niveau, et il m'a ensuite énormément servi dans mes interventions de médiateur sur des conflits collectifs. Comme tous les outils que j'ai eu la nécessité de fabriquer dans ma carrière, celui-ci est facile à utiliser car le concept est assez évident. L'échelle de la synergie comporte 10 barreaux que je vais vous expliquer plus loin. C'est un outil de management des groupes, quelle que soit la taille. Il existe en effet de nombreuses manières de définir le management, dont celle-ci que je vous propose. Le management, c'est la capacité à mettre un groupe en synergie. Le management serait donc l'art d'amener à bosser ensemble des gens qui étaient en guerre. Vous êtes d'accord, je pense, pour dire que si vous savez faire ça, vous êtes un bon chef. La synergie, à quoi ça sert, me direz-vous? Eh bien, réponse, à déménager un piano quand on est deux plus un expert qui conseille ou un chef qui dirige la manœuvre. Or, on est un groupe à partir du moment où on est trois. Tous les jours que Dieu fait, tout groupe est confronté à son manque de synergie. Il s'agit donc d'un outil à usage quotidien, à conserver, à portée de la main. Par contre, remettre en synergie les 100 salariés d'une entreprise à l'ambiance délétère est un gros challenge pour un nouveau directeur. Et pour le médiateur qui l'accompagne, c'est un gros chantier, hyper gratifiant au moment de constater les résultats. Un groupe fonctionne en synergie quand tous ses membres ont plaisir à tirer tous ensemble et dans le même sens. C'est du moins ma définition. Certains pensent que la notion de plaisir est facultative, voire contradictoire avec la notion d'effort nécessaire à l'efficacité. C'est la remarque que m'a faite un jour le DG d'une entreprise de 300 personnes. Personnellement, j'intègre la notion de plaisir car je crois au fun management et au management bio. Sur cette diapo, vous pourrez revenir copier le lien pour voir la présentation du management bio sur YouTube. En bas de l'échelle, c'est la guerre. Il peut arriver que deux salariés ou deux groupes soient en guerre jusqu'à souhaiter la mort de l'autre. La mort professionnelle seulement dans la majorité des cas, heureusement. À ce stade, le conflit est ouvert et parfois violent. Et s'il s'agit de deux chefs de service, tout le personnel est aux premières loges. La guerre est déclarée et les adversaires ne s'en cachent pas. L'antagonisme n'est pas la guerre ouverte, mais on se tire dans les pieds. On se passe de fausses informations, on se fait, y compris en réunion, des réflexions un peu sympathiques, etc., etc. C'est moins violent, c'est plus caché, c'est plus faux cul, mais en général, le chef est quand même au courant. La paix armée est une expression connue pour désigner une ambiance officiellement pacifique mais très tendue. On ne passe pas à l'offensive, mais on reste hyper défensif. Le conflit peut se rallumer à tout moment. Il ne faut pas trop s'y attarder, et le bon manager ne devrait pas s'en contenter. Sur les 3 barreaux rouges du bas de l'échelle, le manager doit imposer son autorité. L'arbitre du match siffle les coups francs et tous les comportements anti-jeu. Quand vous sanctionnez dans le sens de punir, profitez-en bien sûr pour sanctionner positif tous ceux qui ne sont pas dans le rouge. Sinon récompensés, au moins félicités. Ça s'appelle le management à la carte. 2 cartons jaunes, puis un carton rouge. Si vous devez licencier un opérateur qui pourrit la vie de ses collègues, ceux-ci vont vous applaudir. C'est le fameux caillou dans la chaussure qui fait boiter toute l'équipe. Le caillou, fût-il un diamant, s'il est dans la chaussure, c'est le devoir du chef de le repositionner ailleurs. Pour prévenir de vos intentions les éventuels mauvais coucheurs, vous pouvez glisser sous leur assiette à la cantine ce set de table de Glodus Bouchon et leur dire « Comme tout le monde, je vous ai embauché dans l'urgence pour vos compétences, mais si jamais je dois vous virer un jour, ce sera à cause de vos comportements. Confidentiellement, ou ne dites pas que c'est moi qui vous l'ai appris, il est amusant d'observer que le licenciement pour défaut de compétences représente 10% des vrais motifs environ et 90% des motifs officiels. » Comment passer d'un barreau à l'autre? Pour passer de la guerre à la paix armée, le chef doit imposer un cessez-le-feu immédiat. Je ne vous oblige pas à passer vos vacances ensemble, mais aucune insulte ne sera tolérée à moins d'1 kilomètre de l'usine. Le droit d'être de mauvais poil, oui, mais pourrir l'ambiance, non. Le bon manager doit faire connaître sa loi à tous ceux qui naviguent dans le rouge. Je veux pas de ça chez moi.
Suis-je clair? Pour mettre fin à l'antagonisme, il faut, sans trop attendre, préparer et faire signer un armistice. C'est pareil qu'un cessez-le-feu, mais plus long terme et négocié dans le calme. On est toujours dans le management autoritaire, mais il convient de négocier en écoutant les deux parties. Le manager peut arbitrer, mais il peut aussi médiater, surtout si les torts sont des deux côtés. Heureusement, les conflits reposent souvent sur des malentendus qu'il suffit d'éclaircir. Aider les gens à négocier entre eux, c'est mieux que de se poser en juge. Avec les barreaux bleus commence le management organisationnel. Vous pouvez compter sur une évolution naturelle d'une partie du personnel, trop heureux d'être sorti de la guerre, mais le chef va devoir quand même faciliter le mouvement en l'organisant un peu. D'abord, la coexistence. On travaille dans la même société, mais l'on s'ignore poliment. C'est un peu l'équivalent dans le privé du coloc qui n'a pas les mêmes horaires que vous, quoi. L'ambiance n'est pas mauvaise puisqu'il n'y a pas d'ambiance du tout. La vie sociale des salariés, si elle a lieu, elle se passe ailleurs. Cohabitation. La montée vers la synergie nécessite de savoir partager des moyens, et donc ce barreau de l'échelle n'est pas trop facultatif. C'est le coloc avec qui on partage la cuisine aux mêmes heures, obligé de s'entendre et donc de négocier. Commencez prudemment par faire partager la photocopieuse. Partager la même secrétaire pourrait bien faire redescendre vos cotes dans le rouge. Bon. Vouloir mettre directement en synergie un groupe projet dont les membres n'ont jamais travaillé ensemble, c'est un peu s'illusionner. Cette phase peut prendre un certain temps avant de pouvoir passer à la suivante. Se mépriser, c'est se méprendre. Et se méprendre, c'est se méconnaître. Il est donc important de se connaître. Ce barreau de la connaissance est essentiel, et il est largement le plus sous-estimé par le management. Certes, la machine à café remplit un peu cette fonction, mais ça s'organise. Les portes ouvertes par service, les newsletters qui présentent les salariés et leur réalisation, les grands-messes dans la mesure où elles ont en partie cet objectif. On cite par exemple le cas d'une entreprise qui, dans les années 80, avait envoyé en Chine une mission d'observation. Très fiers de ramener une innovation technologique, les auteurs ont découvert lors de leur rapport de voyage que ce procédé était utilisé dans l'atelier d'à côté depuis 3 ans. Si seul le big boss sait qui fait quoi, jamais le personnel ne sera en synergie. La convivialité s'organise et ne se limite pas aux pots et autres concours de boules. Il convient évidemment que le manager y participe, au moins de temps en temps, sous peine de prendre le risque de voir cette belle entente se retourner contre lui. L'attitude n'est pas toujours simple, car il ne faut pas non plus danser le tango chaloupé avec n'importe qui. Proche du personnel, oui, intime, ça se discute. Proche et distancié en même temps, je ne sais pas si vous voyez. Le management demande un peu de finesse, mais ça n'est pas un scoop. Quand la paix armée semble solide, et les rancœurs un peu oubliées, le manager peut commencer à organiser les relations entre les personnes, un peu à son idée, et beaucoup par la consultation, ou mieux même la concertation. La coexistence a le mérite d'être pacifique, mais le manager qui s'en accommode manque un peu d'ambition. Il va de soi que ceux qui souhaitent diviser pour régner utilisent l'échelle de la synergie, mais à l'envers. Ça fonctionne très bien dans les deux sens. Il ne faut pas laisser trop longtemps se prolonger la coexistence pacifique. Il est assez facile de trouver des opportunités de faire partager des moyens à des salariés qui auparavant pouvaient ne pas sortir de leur bureau. La cohabitation va favoriser la connaissance, mais il va quand même falloir l'organiser avec les recettes déjà évoquées. Vous pouvez déjà trouver un temps dans vos réunions de CODIR pour que chaque directeur présente son service à tous les autres. Le personnel de base ne va pas tarder à s'apercevoir du changement dans sa vie quotidienne, à mon avis. Essayez, ça marche. Ça ne peut pas marcher, évidemment, si vous n'avez pas vous-même mémorisé les noms et prénoms de tous vos employés. Si vous en avez 1000, c'est un peu compliqué. Potassez le trombinoscope et révisez la leçon avec votre assistante. Mais c'est entre autres à ça que l'on reconnaît les vrais grands chefs. Une certaine convivialité n'est pas non plus facultative. Vos salariés ont plaisir à se retrouver. Un moyen simple de favoriser la convivialité pourrait être d'affecter un vrai coefficient à ce critère dans vos grilles d'évaluation. Mais rien ne vaut l'exemple. Vous pouvez de temps en temps apporter les croissants. À ce stade, le moteur tourne rond, mais il tourne à vide.
À votre avis, qu'est-ce qu'il manque pour parvenir au stade suivant, la cohésion? Je vous en parlerai plus loin, mais d'abord, observez que la cohésion d'une équipe permet de pratiquer le management participatif, à ne pas confondre évidemment avec le management participateux, qui ne peut que faire retomber vos équipes dans le rouge. Assistante sociale est un beau métier, que doit pratiquer le chef lorsqu'un salarié est confronté à un gros problème, mais ça ne résume pas le management. Après mai 68, d'ailleurs, anecdote amusante, une entreprise de 200 personnes a nommé DRH l'assistante sociale. 50 ans plus tard, l'entreprise existe encore, mais subit toujours quelques séquelles de cet épisode chaotique. À cette petite réserve près, le management dans le vert de l'échelle est de loin le plus intéressant. L'idéal, c'est de pouvoir le pratiquer avec la totalité du personnel, même les têtes de cochon. Dans la convivialité, le moteur tourne rond, mais il tourne à vide. Le vrai ciment qui soude une équipe, c'est bien évidemment le projet commun. Le projet d'entreprise, sa mission, sa finalité, doivent faire l'objet d'une vaste concertation collective, si j'ose ce pléonasme. Pour travailler sur ce barreau de l'échelle, voici un exemple d'une démarche conduite en 2010 et baptisée CAP 2015. Image proposée au personnel, nous sommes tous sur le même bateau, nous sommes un peu dans le brouillard, on va définir un projet qui va nous amener en 2015 au soleil. Présenté comme ça, je vous garantis qu'on trouve des volontaires. Si vous faites venir en le payant très cher un technocrate qui présente un projet pendu par un intello, l'adhésion va être plus compliquée. Par contre, un accoucheur extérieur sera très utile pour éviter les douleurs de l'enfantement. Accompagnement du changement, ça s'appelle plus communément, mais le rôle est bien celui d'un accoucheur qui peut aussi accompagner les premiers pas du bébé. Le premier groupe de travail accordera les violons sur la coque du bateau, c'est normal. Nos fondations, nos valeurs, notre histoire et notre culture. Il sera piloté de préférence par un ancien de la maison. Deux autres groupes travailleront sur nos superstructures, nos moyens humains. Sommes-nous d'accord sur la manière d'utiliser tous nos talents disponibles et sur notre efficacité collective? Le premier groupe sera piloté par un membre du service RH, le second par un pilote de projet transversal ou un salarié de la com interne. Trois autres groupes travailleront sur les voiles. Mettons-nous d'accord sur notre offre, notre image et le choix de nos clients et partenaires. En gros, le marketing produit, le marketing client et la pub. Les voiles doivent tenir compte de la coque et des superstructures. Mais il est possible de lancer les 6 groupes le même jour, à condition d'organiser des carrefours fréquents, chaque groupe présentant aux 5 autres l'état d'avancement de ses travaux. Votre tentation sera grande de constituer les équipages en fonction des compétences, par rapport au thème. Attention, vous n'êtes plus dans le management directif du bas de l'échelle. Laissez les gens se positionner selon leur motivation au thème ou leurs atomes crochus par rapport au pilote. Vous aurez laissé à chaque pilote le soin de présenter son bateau et de recruter son équipage. Vous aurez certainement des grosses surprises, mais le résultat sera 10 fois supérieur à la méthode classique qui consiste à désigner des volontaires. Chaque groupe devra bien sûr vous vendre ses conclusions, car le décideur qui pratique consultation et concertation reste le décideur final. Vous pouvez aussi confier à un groupe le droit de décider à votre place, si ça porte sur la tactique, mais pas trop si ça porte sur la stratégie. En tout cas, essayez ce genre de stratégie, ça marche. Le groupe étant soudé et motivé par un projet commun, il convient de décider qui fait quoi. Décider de gagner ensemble la Coupe de France est une chose, mais si chacun joue à la fois goal et avant-centre, la probabilité d'atteindre l'objectif collectif reste assez faible. De très nombreuses entreprises organisent d'abord d'une façon théorique et ajustent ensuite le projet à l'organisation. Les équipes de foot ajustent leur organisation à chaque match, appliquant le principe de l'entreprise agile. Celles qui en deuxième mi-temps restent butées sur ce qui ne leur a pas réussi en première ne dépassent pas les 16e de finale. C'est fort de ce constat que je persiste à vous conseiller de définir le projet avant l'organigramme. Par contre, il convient bien, après une démarche de projet de l'entreprise, de refondre l'organigramme. Un nouveau projet avec une ancienne organisation, vous avez déjà essayé, et donc vous savez que ça ne marche pas. Après la coordination, il n'y a plus de fait rien à faire, puisqu'à la suite de ce cheminement, votre personnel aura plaisir à tirer tous ensemble et dans le même sens notre définition première de la synergie.
Vous serez ce jour-là le boss heureux d'une équipe qui fait des jaloux. Vous pourrez savourer ce plaisir quelque temps, mais comme je vous connais, vous risquez de devoir repartir bientôt pour de nouvelles aventures. Au cas où vous auriez besoin plus tard d'un tableau récapitulatif, vous pourrez revenir sur cette diapo qui synthétise l'état d'avancement de cette présentation d'un outil. Vous pourriez naïvement penser que votre travail est terminé lorsque vous avez conduit une longue marche vers la synergie en faisant le nécessaire pour monter dans l'ordre chacune des marches. Et il est exact, pour l'avoir vérifié souvent, que ce genre de démarche vous transforme une entreprise ou un service. Mais le management serait facile si la nature humaine n'était pas ce qu'elle est. Si votre personnel est normal, il va constamment jouer au yo-yo le long de cette échelle, d'où la nécessité de vous fabriquer un baromètre pour savoir à quel niveau se situe chacun et la répartition du groupe sur une courbe de Gauss. C'est en tant que médiateur que j'ai éprouvé le besoin de fabriquer un baromètre la première fois pour mesurer le climat dans un établissement scolaire où 60 enseignants s'étaient plaints de leur directeur à l'académie. Je leur ai proposé de mesurer l'ambiance en m'envoyant confidentiellement leur propre évaluation du climat sur l'échelle de la synergie. Les 2/3 ont joué le jeu, ce qui a donné la courbe de Gauss suivante. Les enseignants n'étaient pas d'accord entre eux à propos de leur mission, enseigner ou éduquer. Un projet d'aménagement d'horaire avait été l'élément déclenchant d'un conflit à source plus profonde et plus ancienne. Maladroitement, la directrice avait tenté de vendre aux deux camps son idée sur les horaires, le meilleur moyen de mécontenter tout le monde. J'ai joué les médiateurs, en tenant la directrice à l'écart, et j'ai remonté toute l'échelle en incluant dans la réflexion tout le personnel de service, y compris les dames de la cantine. À la Toussaint suivante, la directrice m'a téléphoné pour me dire qu'en 20 ans de métier, c'était la première fois qu'elle assistait à une rentrée aussi cool, aussi sereine. L'échelle de la synergie et la médiation, essayez, ça marche. Avant de vous quitter, il me semble honnête de vous parler du syndrome de Moïse, pour vous éviter de vous sentir victime de l'ingratitude humaine. Je vous laisse le temps de lire. Le chef qui conduit la traversée du désert n'est pas le chef dans la terre promise. C'est le syndrome de Gorbatchev qui ne pouvait pas devenir le premier président d'une république démocratique, car c'est lui qui avait conduit la perestroïka. Il faut le savoir, 2 ans après une transformation voulue et conduite par le personnel, celui-ci ne supporte plus son guide. Si vous êtes prévenu, ça ne devrait pas vous affecter. L'ingratitude est le moyen pour ceux qui vous ont suivi d'accéder à une certaine forme d'autonomie et votre personnel fera sa crise d'ado. Il m'est arrivé d'intervenir à ce stade d'un conflit naissant 2 ans après une profonde réorganisation liée à un déménagement. Arrivé trop tard, il a fallu exfiltrer le leader et lui proposer un nouveau challenge dans une entreprise à l'ambiance pourrie où il s'est à nouveau épanoui. Ouf! Tout se gère quand on connaît le mécanisme des échanges entre Homo laborens. Et après? Après, c'est vous qui voyez. J'aimerais que ce bel outil ne soit pas perdu pour tout le monde. Merci de me faire savoir si vous comptez vous en servir. Pour ça, jpconseil4wanadoo.fr.